Race et histoire, Claude Lévi-Strauss. Chapitre 1 Race et culture. Parler de contribution des races humaines à la civilisation mondiale pourrait avoir de quoi surprendre dans une collection de brochures destinées à lutter contre le préjugé raciste. Si c'était seulement pour restituer subrepticement sa consistance à la notion de race, en paraissant démontrer que les grands groupes ethniques qui composent l'humanité ont apporté en tant que tels des contributions spécifiques au patrimoine commun. Mais rien n'est plus éloigné de notre dessein qu'une telle entreprise, qui aboutirait seulement à formuler la doctrine raciste à l'envers. Quand on cherche à caractériser les races biologiques par des propriétés psychologiques particulières, on s'écarte autant de la vérité scientifique en les définissant de façon positive que négative. Il ne faut pas oublier que Gobineau, dont l'histoire a fait le père des théories racistes, ne concevait pourtant pas l'inégalité des races humaines de manière quantitative mais qualitative. Pour lui, les grandes races primitives qui formaient l'humanité à ses débuts, blanches, jaunes, noires, n'étaient pas tellement inégales en valeur absolue que diverses dans leurs aptitudes particulières. La tare de la dégénérescence s'attachait pour lui au phénomène du métissage plutôt qu'à la position de chaque race dans une échelle de valeurs communes à toutes. Elle était donc destinée à frapper l'humanité tout entière, condamnée sans distinction de race, à un métissage de plus en plus poussé. Mais le péché originel de l'anthropologie consiste dans la confusion entre la notion purement biologique de race, à supposer d'ailleurs que même sur ce terrain limité, cette notion puisse prétendre à l'objectivité, ce que la génétique moderne conteste, et les productions sociologiques et psychologiques des cultures humaines. Il a suffi à Gobineau de l'avoir commis pour se trouver enfermé dans le cercle infernal qui conduit d'une erreur intellectuelle n'excluant pas la bonne foi à la légitimation involontaire de toutes les tentatives de discrimination et d'exploitation. Aussi, quand nous parlons en cette étude de contribution des races humaines à la civilisation, ne voulons-nous pas dire que les apports culturels de l'Asie ou de l'Europe, de l'Afrique ou de l'Amérique tirent une quelconque originalité du fait de ces continents sont en gros peuplés par les habitants de souches raciales différentes. Si cette originalité existe, et la chose n'est pas douteuse, elle tient à des circonstances géographiques, historiques et sociologiques, non à des aptitudes distinctes liées à la constitution anatomique ou physiologique des Noirs, des Jaunes ou des Blancs. Mais il nous est apparu que dans la mesure même où cette série de brochures s'est efforcée de faire droit à ce point de vue négatif, elle risquait en même temps de reléguer au second plan un aspect également très important de la vie de l'humanité, à savoir que celle-ci ne se développe pas sous le régime d'une uniforme monotonie, mais à travers des modes extraordinairement diversifiés de société et de civilisation. Cette diversité intellectuelle, esthétique, sociologique n'est unie par aucune relation de cause à effet à celle qui existe sur le plan biologique entre certains aspects observables des groupements humains. Elle lui est seulement parallèle sur un autre terrain. Mais en même temps, elle s'en distingue par deux caractères importants. D'abord, elle se situe dans un autre ordre de grandeur. Il y a beaucoup plus de cultures humaines que de races humaines, puisque les unes se comportent par milliers et les autres par unités. Deux cultures élaborées par des hommes appartenant à la même race peuvent différer autant ou davantage que deux cultures relevant de groupes racialement éloignés.
En second lieu, à l'inverse de la diversité entre les races, qui présente pour principal intérêt celui de leur origine historique et de la distribution dans l'espace, la diversité entre les cultures pose de nombreux problèmes, car on peut se demander si elle constitue pour l'humanité un avantage ou un inconvénient, question d'ensemble qui se subdivise bien entendu en beaucoup d'autres. Enfin et surtout, on doit se demander en quoi consiste cette diversité, au risque de voir les préjugés racistes, à peine déracinés de leur base biologique, se reformer sur un nouveau terrain. Car il serait vain d'avoir obtenu de l'homme de la rue qu'il renonce à attribuer une signification intellectuelle ou morale au fait d'avoir la peau noire ou blanche, le cheveu lisse ou crépus, pour rester silencieux devant une autre question à laquelle l'expérience prouve qu'il se raccroche immédiatement. S'il n'existe pas d'aptitude raciale innée, comment expliquer que la civilisation développée par l'homme blanc ait fait les immenses progrès que l'on sait, tandis que celles des peuples de couleur sont restées en arrière, les unes à mi-chemin, les autres frappées d'un retard qui se chiffre par milliers ou dizaines de milliers d'années. On ne saurait donc prétendre avoir résolu par la négative le problème de l'inégalité des races humaines, si l'on ne se penche pas aussi sur celui de l'inégalité ou de la diversité des cultures humaines, qui, en fait, sinon en droit, lui est dans l'esprit public étroitement lié. Chapitre 2. Diversité des cultures. Pour comprendre comment et dans quelle mesure les cultures humaines diffèrent entre elles, si ces différences s'annulent ou se contredisent, ou si elles concourent à former un ensemble harmonieux, il faut d'abord essayer d'en dresser l'inventaire. Mais c'est ici que les difficultés commencent, car nous devons nous rendre compte que les cultures humaines ne diffèrent pas entre elles de la même façon, ni sur le même plan. Nous sommes d'abord en présence de sociétés juxtaposées dans l'espace, les unes proches, les unes lointaines, mais à tout prendre contemporaines. Ensuite, nous devons compter avec des formes de la vie sociale qui se sont succédées dans le temps et que nous sommes empêchés de connaître par expérience directe. Tout homme peut se transformer en ethnographe et aller partager sur place l'existence d'une société qui l'intéresse. Par contre, même s'il devient historien ou archéologue, il n'entrera jamais directement en contact avec une civilisation disparue, mais seulement à travers les documents écrits ou les monuments figurés que cette société ou d'autres auront laissés à son sujet. Enfin, il ne faut pas oublier que les sociétés contemporaines restées ignorantes de l'écriture, comme celles que nous appelons sauvages ou primitives, furent elles aussi précédées par d'autres formes dont la connaissance est pratiquement impossible, fût-ce de manière indirecte. Un inventaire consciencieux se doit de leur réserver des cases blanches, sans doute en nombre infiniment plus élevé que celui des cases où nous nous sentons capables d'inscrire quelque chose. Une première constatation s'impose. La diversité des cultures humaines est en fait dans le présent, en fait et aussi en droit dans le passé, beaucoup plus grande et plus riche que tout ce que nous sommes destinés à en connaître jamais. Mais, même pénétrés d'un sentiment d'humilité et convaincus de cette limitation, nous rencontrons d'autres problèmes. Que faut-il entendre par culture différente ? Certaines semblent l'être, mais si elles émergent d'un tronc commun, elles ne diffèrent pas au même titre que deux sociétés qui, à aucun moment de leur développement, n'ont entretenu de rapport.
Ainsi, l'ancien empire des Incas du Pérou et celui du Dahomey en Afrique diffèrent entre eux de façon plus absolue que, disons, l'Angleterre et les États-Unis d'aujourd'hui, bien que ces deux sociétés doivent aussi être traitées comme des sociétés distinctes. Inversement, des sociétés entrées récemment en contact très intime paraissent offrir l'image de la même civilisation, alors qu'elles y ont accédé par des chemins différents que l'on n'a pas le droit de négliger. Il y a simultanément à l'œuvre, dans les sociétés humaines, des forces travaillant dans des directions opposées. Les unes tendant au maintien et même à l'accentuation des particularismes, les autres agissant dans le sens de la convergence et de l'affinité. L'étude du langage offre des exemples frappants de tels phénomènes. Ainsi, en même temps que des langues de même origine ont tendance à se différencier les unes par rapport aux autres, telles le russe, le français et l'anglais, des langues d'origine variée, mais parlées dans des territoires contigus, développent des caractères communs. Par exemple, le russe s'est à certains égards différencié d'autres langues slaves pour se rapprocher, au moins par certains traits phonétiques, des langues finno-ougriennes et turques parlées dans son voisinage géographique immédiat. Quand on étudie de tels faits, et d'autres domaines de la civilisation comme les institutions sociales, l'art, la religion en fourniraient aisément de semblables, on en vient à se demander si les sociétés humaines ne se définissent pas, en égard à leurs relations mutuelles, par un certain optimum de diversité au-delà duquel elles ne sauraient aller, mais en dessous duquel elles ne peuvent non plus descendre sans danger. Cet optimum varierait en fonction du nombre des sociétés, de leur importance numérique, de leur éloignement géographique et des moyens de communication matériels et intellectuels dont elles disposent. En effet, le problème de la diversité ne se pose pas seulement à propos des cultures envisagées dans leur rapport réciproque. Il existe aussi au sein de chaque société, dans tous les groupes qui la constituent, castes, classes, milieux professionnels ou confessionnels, etc., développe certaines différences auxquelles chacun d'eux attache une extrême importance. On peut se demander si cette diversification interne ne tend pas à s'accroître lorsque la société devient sous d'autres rapports plus volumineuse et plus homogène. Tel fut peut-être le cas de l'Inde ancienne, avec son système de castes s'épanouissant à la suite de l'établissement de l'hégémonie aryenne. On voit donc que la notion de la diversité des cultures humaines ne doit pas être conçue de manière statique. Cette diversité n'est pas celle d'un échantillonnage inerte ou d'un catalogue desséché. Sans doute, les hommes ont-ils élaboré des cultures différentes en raison de l'éloignement géographique, des propriétés particulières du milieu et de l'ignorance où ils étaient du reste de l'humanité. Mais cela ne serait rigoureusement vrai que si chaque culture ou chaque société était liée et s'était développée dans l'isolement de toutes les autres. Or, cela n'est jamais le cas, sauf peut-être dans des exemples exceptionnels comme celui des Tasmaniens, et là encore pour une période limitée. Les sociétés humaines ne sont jamais seules. Quand elles semblent le plus séparées, c'est encore sous forme de groupes ou de paquets. Ainsi, il n'est pas exagéré de supposer que les cultures nord-américaines et sud-américaines ont été coupées de presque tout contact avec le reste du monde pendant une période dont la durée se situe entre 10 000 et 25 000 années. Mais ce gros fragment d'humanité détaché consistait en une multitude de sociétés grandes et petites,
qui avaient entre elles des contacts fort étroits. Et à côté des différences dues à l'isolement, il y a celles tout aussi importantes dues à la proximité. Désir de s'opposer, de se distinguer, d'être soi. Beaucoup de coutumes sont nées non de quelque nécessité interne ou accident favorable, mais de la seule volonté de ne pas demeurer en reste par rapport à un groupe voisin qui soumettait à son usage précis un domaine où l'on n'avait pas songé soi-même à édicter des règles. Par conséquent, la diversité des cultures humaines ne doit pas nous inviter à une observation morcelante ou morcelée. Elle est moins fonction de l'isolement des groupes que des relations qui les unissent. Chapitre 3 L'ethnocentrisme. Et pourtant, il semble que la diversité des cultures soit rarement apparue aux hommes pour ce qu'elle est, un phénomène naturel résultant des rapports directs ou indirects entre les sociétés. Ils y ont plutôt vu une sorte de monstruosité ou de scandale. Dans ces matières, le progrès de la connaissance n'a pas tellement consisté à dissiper cette illusion au profit d'une vue plus exacte qu'à l'accepter ou à trouver le moyen de s'y résigner. L'attitude la plus ancienne, et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides, puisqu'elle tend à apparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles, morales, religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. Habitude de sauvage, cela n'est pas pour nous, on ne devrait pas permettre cela, etc. Autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion, en présence de manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères. Ainsi, l'Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque, puis gréco-romaine, sous le même nom de barbares. La civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens. Or, derrière ces épithètes se dissimule un même jugement. Il est probable que le mot barbare se réfère étymologiquement à la confusion et à l'inarticulation du chant des oiseaux, opposé à la valeur signifiante du langage humain. Et sauvage, qui veut dire de la forêt, évoque aussi un genre de vie animale par opposition à la culture humaine. Dans les deux cas, on refuse d'admettre le fait même de la diversité culturelle. On préfère rejeter hors de la culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit. Ce point de vue naïf mais profondément ancré chez la plupart des hommes n'a pas besoin d'être discuté puisque cette brochure en constitue précisément la réfutation. Il suffira de remarquer ici qu'il recèle un paradoxe assez significatif. Cette attitude de pensée, au nom de laquelle on rejette les sauvages, ou tous ceux qu'on choisit de considérer comme tels, hors de l'humanité, est justement l'attitude la plus marquante et la plus distinctive de ces sauvages mêmes. On sait, en effet, que la notion d'humanité englobant sans distinction de race ou de civilisation toutes les formes de l'espèce humaine est d'apparition fort tardive et d'expansion limitée. Là même où elle semble avoir atteint son plus haut développement, il n'est nullement certain, l'histoire récente le prouve, qu'elle soit établie à l'abri des équivoques ou des régressions. Mais pour de vastes fractions de l'espèce humaine, et pendant des dizaines de millénaires, cette notion paraît être totalement absente. L'humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village, à tel point qu'un grand nombre de populations dites primitives se désignent d'un nom qui signifie les hommes, ou parfois, dirons-nous avec plus de discrétion,
les bons, les excellents, les complets, impliquant ainsi que les autres tribus, groupes ou villages qui ne participent pas des vertus ou même de la nature humaine, mais sont tout au plus composés de mauvais, de méchants, de singes de terre ou d'œufs de poux. On va certainement jusqu'à priver l'étranger de ce dernier degré de réalité en faisant un fantôme ou une apparition. Ainsi se réalisent de curieuses situations où deux interlocuteurs se donnent cruellement la réplique. Dans les Grandes Antilles, quelques années après la découverte de l'Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour rechercher si les indigènes possédaient ou non une âme, ces derniers s'employaient à immerger des Blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée si leurs cadavres étaient ou non sujets à la putréfaction. Cette anecdote, à la fois baroque et tragique, illustre bien le paradoxe du relativisme culturel que nous retrouverons ailleurs sous d'autres formes. C'est dans la mesure même où l'on prétend établir une discrimination entre les cultures et les coutumes que l'on s'identifie le plus complètement avec celles qu'on essaie de nier. En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou les plus barbares de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Sans doute, les grands systèmes philosophiques et religieux de l'humanité, qu'il s'agisse du bouddhisme, du christianisme ou de l'islam, des doctrines stoïciennes, kantiennes ou marxistes, se sont-ils constamment élevés contre cette aberration. Mais la simple proclamation de l'égalité naturelle entre tous les hommes et de la fraternité qui doit les unir, sans distinction de race ou de culture, a quelque chose de décevant pour l'esprit, parce qu'elle néglige une diversité de faits qui s'impose à l'observation et dont il ne suffit pas de dire qu'elle n'affecte pas le fond du problème pour que l'on soit théoriquement et pratiquement autorisé à faire comme si elle n'existait pas. Ainsi, le préambule à la seconde déclaration de l'UNESCO sur le problème des races remarque judicieusement que ce qui convainc l'homme de la rue que les races existent, c'est, je cite, l'évidence immédiate de ses sens quand il aperçoit ensemble un Africain, un Européen, un Asiatique et un Indien américain. Fin de citation. Les grandes déclarations des droits de l'homme ont elles aussi cette force et cette faiblesse. Dénoncer un idéal trop souvent oublieux du fait que l'homme ne réalise pas sa nature dans une humanité abstraite, mais dans des cultures traditionnelles où les changements les plus révolutionnaires laissent subsister des pans entiers et s'expliquent eux-mêmes en fonction d'une situation strictement définie dans le temps et dans l'espace. Pris entre la double tentation de condamner des expériences qui le heurtent affectivement et de nier des différences qu'il ne comprend pas intellectuellement, l'homme moderne s'est livré à 100 spéculations philosophiques et sociologiques pour établir de vains compromis entre ces pôles contradictoires et rendre compte de la diversité des cultures tout en cherchant à supprimer ce qu'elles conservent pour lui de scandaleux et de choquant. Mais, si différentes et parfois si bizarres qu'elles puissent être, toutes ces spéculations se ramènent en fait à une seule recette, que le terme de faux évolutionnisme est sans doute le mieux apte à caractériser. En quoi consiste-t-elle ? Très exactement, il s'agit d'une tentative pour supprimer la diversité des cultures tout en feignant de la reconnaître pleinement. Car si l'on traite les différents états où se trouvent les sociétés humaines, tant anciennes que lointaines, comme des stades ou des étapes d'un développement unique, qui, partant du même point, doit les faire converger vers le même but, on voit bien que la diversité n'est plus qu'apparente. L'humanité devient une et identique à elle-même. Seulement, cette unité et cette identité ne peuvent se réaliser que progressivement,
et la variété des cultures illustre les moments d'un processus qui dissimule une réalité plus profonde ou en retarde la manifestation. Cette définition peut paraître sommaire quand on a présent à l'esprit les immenses conquêtes du darwinisme. Mais celui-ci n'est pas en cause, car l'évolutionnisme biologique et le pseudo-évolutionnisme, que nous avons ici en vue, sont deux doctrines très différentes. La première est née comme une vaste hypothèse de travail fondée sur des observations où la part laissée à l'interprétation est fort petite. Ainsi, les différents types constituant la généalogie du cheval peuvent être rangés dans une série évolutive pour deux raisons. La première est qu'il faut un cheval pour engendrer un cheval. La seconde, que des couches de terrain superposées, donc historiquement de plus en plus anciennes, contiennent des squelettes qui varient de façon graduelle, depuis la forme la plus récente jusqu'à la plus archaïque. Il devient ainsi hautement probable que Hipparion soit l'ancêtre réel de Equus caballus. Le même raisonnement s'applique sans doute à l'espèce humaine et à ses races. Mais quand on passe des faits biologiques aux faits de culture, les choses se compliquent singulièrement. On peut recueillir dans le sol des objets matériels et constater que selon la profondeur des couches géologiques, la forme ou la technique de fabrication d'un certain type d'objet varie progressivement. Et pourtant, une hache ne donne pas physiquement naissance à une hache, à la façon d'un animal. Dire dans ce dernier cas qu'une hache a évolué à partir d'une autre constitue donc une formule métaphorique et approximative, dépourvue de la rigueur scientifique, qui s'attache à l'expression similaire appliquée aux phénomènes biologiques. Ce qui est vrai d'objets matériels dont la présence physique est attestée dans le sol, pour des époques déterminables, l'est plus encore pour les institutions, les croyances, les goûts, dont le passé nous est généralement inconnu. La notion d'évolution biologique correspond à une hypothèse dotée d'un des plus hauts coefficients de probabilité qui puisse se rencontrer dans le domaine des sciences naturelles. Tandis que la notion d'évolution sociale ou culturelle n'apporte tout au plus qu'un procédé séduisant mais dangereusement commode de présentation des faits. D'ailleurs, cette différence trop souvent négligée entre le vrai et le faux évolutionnisme s'explique par leurs dates d'apparition respectives. Sans doute l'évolutionnisme sociologique devrait recevoir une impulsion vigoureuse de la part de l'évolutionnisme biologique. Mais il lui est antérieur dans les faits. Sans remonter jusqu'aux conceptions antiques, reprises par Pascal, assimilant l'humanité à un être vivant qui passe par les stades successifs de l'enfance, de l'adolescence et de la maturité, c'est au XVIIIe siècle qu'on voit fleurir les schémas fondamentaux qui seront par la suite l'objet de tant de manipulations. Les spirales de Vico, ces trois âges annonçant les trois états de Comte, l'escalier de Condorcet. Les deux fondateurs de l'évolutionnisme social, Spencer et Taylor, élaborent et publient leur doctrine avant l'origine des espèces ou sans avoir lu cet ouvrage. Antérieur à l'évolutionnisme biologique, théorie scientifique, l'évolutionnisme social n'est trop souvent que le maquillage faussement scientifique d'un vieux problème philosophique dont il n'est nullement certain que l'observation et l'induction puissent un jour fournir la clé. Chapitre 4. Culture archaïque et culture primitive. Nous avons suggéré que chaque société peut de son propre point de vue répartir les cultures en trois catégories. Celles qui sont ses contemporaines, mais se trouvent situées dans un autre lieu du globe, celles qui se sont manifestées approximativement dans le même espace mais l'ont précédé dans le temps, celles enfin qui ont existé à la fois dans un temps antérieur au sien et dans un espace différent de celui où elles se placent. On a vu que ces trois groupes sont très inégalement connaissables. Dans le cas du dernier, et quand il s'agit de cultures sans écriture, sans architecture et à technique rudimentaire, comme c'est le cas pour la moitié de la Terre habitée
et pour 90 à 99% selon les régions, du laps de temps écoulé depuis le début de la civilisation, on peut dire que nous ne pouvons rien en savoir et que tout ce qu'on essaie de se présenter à leur sujet se réduit à des hypothèses gratuites. Par contre, il est extrêmement tentant de chercher à établir entre les cultures du premier groupe des relations équivalentes à un ordre de succession dans le temps. Comment des sociétés contemporaines restées ignorantes de l'électricité et de la machine à vapeur n'évoqueraient-elles pas la phase correspondante du développement de la civilisation occidentale? Comment ne pas comparer les tribus indigènes, sans écriture et sans métallurgie, mais traçant des figures sur les parois rocheuses et fabriquant des outils de pierre, avec les formes archaïques de cette même civilisation, dont les vestiges trouvés dans les grottes de France et d'Espagne attestent la similarité? C'est là surtout que le faux évolutionnisme s'est donné libre cours. Et pourtant, ce jeu séduisant auquel nous nous abandonnons presque irrésistiblement chaque fois que nous en avons l'occasion, le voyageur occidental ne se complaît-il pas à retrouver le Moyen-Âge en Orient et le siècle de Louis XIV dans le Pékin d'avant-Première Guerre mondiale, l'âge de pierre parmi les indigènes d'Australie ou de la Nouvelle-Guinée, est extraordinairement pernicieux. Des civilisations disparues, nous ne connaissons que certains aspects, et ceux-ci sont d'autant moins nombreux que la civilisation est considérée plus ancienne, puisque les aspects connus sont ceux-là seuls qui ont pu survivre aux destructions du temps. Le procédé consiste donc à prendre la partie pour le tout, à conclure du fait que certains aspects de deux civilisations, l'une actuelle, l'autre disparue, offrent des ressemblances à l'analogie de tous les aspects. Or, non seulement cette façon de raisonner est logiquement insoutenable, mais dans bon nombre de cas, elle est démentie par les faits. Jusqu'à une époque relativement récente, les Tasmaniens, les Patagons, possédaient des instruments de pierre taillés et certaines tribus australiennes et américaines en fabriquent encore. Mais l'étude de ces instruments nous aide fort peu à comprendre l'usage des outils de l'époque paléolithique. Comment se servait-on des fameux coups de poing, dont l'utilisation devait être pourtant si précise que leur forme et leur technique de fabrication sont restées standardisées de façon rigide pendant 100 ou 200 000 années, sur un territoire s'étendant de l'Angleterre à l'Afrique du Sud, de la France à la Chine? À quoi servaient les extraordinaires pièces levalloisiennes, triangulaires et aplaties, qu'on trouve par centaines dans les gisements et dont aucune hypothèse ne parvient à rendre compte? Qu'étaient les prétendus bâtons de commandement en os de renne? Quelle pouvait être la technologie des cultures tardenoisiennes qui ont abandonné derrière elles un nombre incroyable de minuscules morceaux de terre taillés, aux formes géométriques infiniment diversifiées, mais fort peu d'outils à l'échelle de la main humaine? Toutes ces incertitudes montrent qu'entre les sociétés paléolithiques et certaines sociétés indigènes contemporaines existe toujours une ressemblance. Elles se sont servies d'un outillage de pierre taillée, mais même sur le plan de la technologie, il est difficile d'aller plus loin. La mise en œuvre du matériau, les types d'instruments, donc leur destination, étaient différents et les uns nous apprennent peu sur les autres à ce sujet. Comment donc pourrait-il nous instruire sur le langage, les institutions sociales ou les croyances religieuses? Une des interprétations les plus populaires parmi celles qu'inspire l'évolutionnisme culturel traite des peintures rupestres que nous ont laissées les sociétés du Paléolithique moyen comme des figurations magiques liées à des rites de chasse. La marche du raisonnement est la suivante. Les populations primitives actuelles ont des rites de chasse, qui nous apparaissent souvent dépourvus de valeur utilitaire. Les peintures rupestres préhistoriques, tant par leur nombre que par leur situation au plus profond des grottes, nous semblent sans valeur utilitaire. Leurs auteurs étaient des chasseurs, donc elles servaient à des rites de chasse. Il suffit d'énoncer cette argumentation implicite pour en apprécier l'inconséquent. Du reste,
C'est surtout parmi les non-spécialistes qu'elle accourt, car les ethnographes qui ont, eux, l'expérience de ces populations primitives si volontiers mises à toutes les sauces par un cannibalisme pseudo-scientifique peu respectueux de l'intégrité des cultures humaines, sont d'accord pour dire que rien dans les faits observés ne permet de formuler une hypothèse quelconque sur les documents en question. Et puisque nous parlons ici des peintures rupestres, nous soulignerons qu'à l'exception des peintures rupestres sud-africaines, que certains considèrent comme l'œuvre d'indigènes récents, les arts primitifs sont aussi éloignés de l'art magdalénien et aurignacien que de l'art européen contemporain. Car ces arts se caractérisent par un très haut degré de stylisation allant jusqu'au plus extrême des formations, tandis que l'art préhistorique, on pourrait être tenté de voir dans ce dernier délai l'origine de l'art européen. Mais cela même serait inexact puisque sur le même territoire, l'art paléolithique a été suivi par d'autres formes qui n'avaient pas le même caractère. La continuité de l'emplacement géographique ne change rien au fait que, sur le même sol, se sont succédé des populations différentes, ignorantes ou insouciantes de l'œuvre de leurs devanciers, et apportant chacune avec elle des croyances, des techniques et des styles opposés. Par l'état de ces civilisations, l'Amérique précolombienne, à la veille de la découverte, évoque la période néolithique européenne. Mais cette assimilation ne résiste pas davantage à l'examen. En Europe, l'agriculture et la domestication des animaux vont de pair, tandis qu'en Amérique, un développement exceptionnellement poussé de la première s'accompagne d'une presque complète ignorance ou en tout cas d'une extrême limitation de la seconde. En Amérique, l'outillage lithique se perpétue dans une économie agricole qui en Europe est associée au début de la métallurgie. Il est inutile de multiplier les exemples, car les tentatives faites pour connaître la richesse et l'originalité des cultures humaines et pour les réduire à l'état de répliques inégalement arriérées de la civilisation occidentale, se heurtent à une autre difficulté qui est beaucoup plus profonde. En gros, et exception faite de l'Amérique sur laquelle nous allons revenir, toutes les sociétés humaines ont derrière elles un passé qui est approximativement du même ordre de grandeur. Pour traiter certaines sociétés comme des étapes du développement de certaines autres, il faudrait admettre qu'alors, que pour ces dernières, il se passait quelque chose. Pour celles-là, il ne se passait rien ou fort peu de choses. Et, en effet, on parle volontiers des peuples sans histoire, pour dire parfois que ce sont les plus heureux. Cette formule elliptique signifie seulement que leur histoire est et restera inconnue, mais non qu'elle n'existe pas. Pendant des dizaines et même des centaines de millénaires, là-bas aussi il y a eu des hommes qui ont aimé, haï, souffert, inventé, combattu. En vérité, il n'existe pas de peuple enfant. Tous sont adultes, même ceux qui n'ont pas tenu le journal de leur enfance et de leur adolescence. On pourrait sans doute dire que les sociétés humaines ont inégalement utilisé un temps passé qui, pour certaines, aurait même été du temps perdu. Que les unes mettaient les bouchées doubles, tandis que les autres musaient le long du chemin. On en viendrait ainsi à distinguer entre deux sortes d'histoires. Une histoire progressive, acquisitive, qui accumule les trouvailles et les inventions pour construire de grandes civilisations, et une autre histoire, peut-être également active et mettant en œuvre autant de talents, mais où manquerait le don de synthétique qui est le privilège de la première. Chaque innovation, au lieu de venir s'ajouter à des innovations antérieures et orientées dans le même sens, s'y dissoudrait dans une sorte de flux ondulant qui ne parviendrait jamais à s'écarter durablement de la direction primitive. Cette conception nous paraît beaucoup plus souple et nuancée que les vues simplistes dont on a fait justice au paragraphe précédent. Nous pourrons lui conserver une place dans notre essai d'interprétation de la diversité des cultures, et cela sans faire injustice à aucune. Mais avant d'en venir là, il faut examiner plusieurs questions.
Chapitre 5. L'idée de progrès. Nous devons d'abord considérer les cultures appartenant au second des groupes que nous avons distingués. Celles qui ont précédé historiquement la culture, quelle qu'elle soit, au point de vue de laquelle on se place, leur situation est beaucoup plus compliquée que dans les cas précédemment envisagés. Car l'hypothèse d'une évolution qui semble si incertaine et si fragile quand on l'utilise pour hiérarchiser des sociétés contemporaines éloignées dans l'espace, paraît ici difficilement contestable et même directement attestée par les faits. Nous savons, par le témoignage concordant de l'archéologie, de la préhistoire et de la paléontologie, que l'Europe actuelle fut d'abord habitée par des espèces variées du genre Homo, se servant d'outils de silex grossièrement taillés. Qu'à ces premières cultures en ont succédé d'autres, où la taille de la pierre s'affine puis s'accompagne du polissage et du travail de l'os et de l'ivoire, que la poterie, le tissage, l'agriculture, l'élevage font ensuite apparition, associés progressivement à la métallurgie, dont nous pouvons aussi distinguer les étapes. Ces formes successives s'ordonnent donc dans le sens d'une évolution et d'un progrès. Les unes sont supérieures et les autres inférieures. Mais si tout cela est vrai, comment ces distinctions ne réagiraient-elles pas inévitablement sur la façon dont nous traitons les formes contemporaines, mais présentant entre elles des écarts analogues? Nos conclusions antérieures risquent donc d'être remises en cause par ce nouveau biais. Les progrès accomplis par l'humanité depuis ses origines sont si manifestes et si éclatants que toute tentative pour les discuter se réduirait à un exercice de rhétorique. Et pourtant, il n'est pas si facile qu'on le croit de les ordonner en une série régulière et continue. Il y a quelques 50 ans, les savants utilisaient pour se les représenter des schémas d'une admirable simplicité. Âge de la pierre taillée, âge de la pierre polie, âge du cuivre, du bronze, du fer. Tout cela est trop commode. Nous soupçonnons aujourd'hui que le polissage et la taille de la pierre ont parfois existé côte à côte. Quand la seconde technique éclipse complètement la première, ce n'est pas comme le résultat d'un progrès technique spontanément jailli de l'étape antérieure, mais comme une tentative pour copier en pierre les armes et les outils de métal que possédaient des civilisations plus avancées sans doute, mais en fait contemporaines de leurs imitateurs. Inversement, la poterie, qu'on croyait solidaire de l'âge de la pierre polie, est associée à la taille de la pierre dans certaines régions du nord de l'Europe. Pour ne considérer que la période de la pierre taillée, dite paléolithique, on pensait, il y a quelques années encore, que les différentes formes de cette technique, caractérisant respectivement les industria nuclei, les industria éclat et les industria lame, correspondaient à un progrès historique en 3 étapes qu'on appelait paléolithique inférieur, paléolithique moyen et paléolithique supérieur. On admet aujourd'hui que ces 3 formes ont coexisté, constituant non des étapes d'un progrès à sens unique, mais des aspects ou, comme on dit, des faciès, d'une réalité non pas sans doute statique, mais soumise à des variations et transformations fort complexes. En fait, le lavoisien que nous avons déjà cité, et dont la floraison se situe entre le 250e et le 70e millénaire avant l'ère chrétienne, atteint une perfection dans la technique de la taille qui ne devait guère se retrouver qu'à la fin du néolithique, 245 à 65 000 ans plus tard, et que nous serions fort en peine de reproduire aujourd'hui. Ce qui est vrai des cultures l'est aussi sur le plan des races, sans que l'on puisse établir, en raison des ordres de grandeur différents, aucune corrélation entre les 2 processus. En Europe, l'homme de Néandertal n'a pas précédé les plus anciennes formes d'Homo sapiens. Celles-ci ont été ses contemporaines, peut-être même ses devancières. Et il n'est pas exclu que les types les plus variables d'hominiens aient coexisté dans le temps, sinon dans l'espace. Pygmées d'Afrique du Sud, géants de Chine et d'Indonésie, etc.
Encore une fois, tout cela ne vise pas à nier la réalité d'un progrès de l'humanité, mais nous invite à le concevoir avec plus de prudence. Le développement des connaissances préhistoriques et archéologiques tend à étaler dans l'espace des formes de civilisation que nous étions portés à imaginer comme échelonnées dans le temps. Cela signifie deux choses. D'abord, que le progrès, si ce terme convient encore pour désigner une réalité très différente de celle à laquelle on l'avait d'abord appliqué, n'est ni nécessaire ni continu. Il procède par saut, par bond, ou comme diraient les biologistes, par mutation. Ces sauts et ces bonds ne constituent pas à aller toujours plus loin dans la même direction. Ils s'accompagnent de changements d'orientation, un peu à la manière du cavalier des échecs, qui a toujours à sa disposition plusieurs progressions mais jamais dans le même sens. L'humanité en progrès ne ressemble guère à un personnage gravissant un escalier, ajoutant par chacun de ses mouvements une marche nouvelle à toutes celles dont la conquête lui est acquise. Elle évoque plutôt le joueur dont la chance est répartie sur plusieurs dés et qui, chaque fois qu'il les jette, les voit s'éparpiller sur le tapis, amenant autant de comptes différents. Ce que l'on gagne sur un, on est toujours exposé à le perdre sur l'autre. Et c'est seulement de temps à autre que l'histoire est cumulative, c'est-à-dire que les comptes s'additionnent pour former une combinaison favorable. Que cette histoire cumulative ne soit pas le privilège d'une civilisation ou d'une période de l'histoire, l'exemple de l'Amérique le montre de manière convaincante. Cet immense continent voit arriver l'homme sans doute par petits groupes de nomades passant par le détroit de Bering à la faveur des dernières glaciations, à une date qui ne saurait être fort antérieure au XXe millénaire. En 20 ou 25 000 ans, ces hommes réussissent une des plus étonnantes démonstrations d'histoire cumulative qui soit au monde. Explorant de fond en comble les ressources d'un milieu naturel nouveau, y domestiquant, à côté de certaines espèces animales, des espèces végétales les plus variées pour leur nourriture, leurs remèdes et leurs poisons, et, fait inégaler ailleurs, promouvant des substances vénéneuses comme le manioc au rôle d'aliment de base, ou d'autres à celui de stimulant ou d'anesthésique, collectionnant certains poisons ou stupéfiants en fonction des espèces animales sur lesquelles chacun d'eux exerce une action élective, poussant enfin certaines industries comme le tissage, la céramique et le travail des métaux précieux au plus haut point de perfection. Pour apprécier cette œuvre immense, il suffit de mesurer la contribution de l'Amérique aux civilisations de l'Ancien Monde. En premier lieu, la pomme de terre, le caoutchouc, le tabac et la coca, base de l'anesthésie moderne, qui a des titres sans doute divers, le maïs et l'arachide, qui devraient révolutionner l'économie africaine avant peut-être de se généraliser dans le régime alimentaire de l'Europe. Ensuite, le cacao, la vanille, la tomate, l'ananas, le piment, plusieurs espèces de haricots, de coton et de cucurbitacées. Enfin, le zéro, base de l'arithmétique et indirectement des mathématiques modernes, était connu et utilisé par les Mayas au moins un demi-millénaire avant sa découverte par les savants indiens, de qui l'Europe l'a reçu par l'intermédiaire des Arabes. Pour cette raison, peut-être, leur calendrier était à époque égale plus exact que celui de l'Ancien Monde. La question de savoir si le régime politique des Incas était socialiste ou totalitaire a déjà fait couler beaucoup d'encre. Il relevait de toute façon des formules les plus modernes et était en avance de plusieurs siècles sur les phénomènes européens du même type. L'attention renouvelée dont le curare a fait récemment l'objet rappellerait, s'il en était besoin, que les connaissances scientifiques des indigènes américains, qui s'appliquent à tant de substances végétales inemployées dans le reste du monde, peuvent encore fournir à celui-ci d'importantes contributions.